La mort du roi Tsongor de Laurent Godet. Chapitre 1. La grande nuit blanche du roi Tsongor. D'ordinaire, Katabolonga était le premier à se lever dans le palais. Il arpentait les couloirs vides tandis qu'au dehors la nuit pesait encore de tout son poids sur les collines. Pas un bruit n'accompagnait sa marche. Il avançait sans croiser personne de sa chambre à la salle du tabouret d'or. Sa silhouette était celle d'un être vaporeux qui glissait le long des murs. C'était ainsi. Il s'acquittait de sa tâche en silence avant que le jour ne se lève. Mais ce matin-là, il n'était pas seul. Ce matin-là, une agitation fiévreuse régnait dans les couloirs. Des dizaines et des dizaines d'ouvriers et de porteurs allaient et venaient avec précaution, parlant à voix basse pour ne réveiller personne. C'était comme un grand navire de contrebandiers qui déchargeait sa cargaison dans le secret de la nuit. Tout le monde s'affairait en silence. Au palais de Massaba, il n'y avait pas eu de nuit. Le travail n'avait pas cessé. Depuis plusieurs semaines, Massaba était devenu le cœur anxieux d'une activité de fourmi. Le roi Tsongor allait marier sa fille avec le prince des terres du sel. Des caravanes entières venaient des contrées les plus éloignées pour apporter épices, bétail et tissus. Des architectes avaient été diligentés pour élargir la grande place qui s'étendait devant la porte du palais. Chaque fontaine avait été décorée. De longues colonnes marchandes venaient apporter des sacs innombrables de fleurs. Massaba vivait à un rythme qu'elle n'avait jamais connu. Au fil des jours, sa population avait grossi. Des milliers de tentes maintenant se tenaient serrées le long des remparts, dessinant d'immenses faubourgs de tissus multicolores où se mêlaient le cri des enfants qui jouaient dans le sable et les braiements du bétail. Des nomades étaient venus de loin pour être présents en ce jour. Il en arrivait de partout. Ils venaient voir Massaba. Ils venaient assister aux noces de Samilia, la fille du roi Tsongor. Depuis des semaines, chaque habitant de Massaba, chaque nomade avait déposé sur la place principale son offrande à la future mariée. C'était un gigantesque amas de fleurs, d'amulettes, de sacs de céréales et de jarres de vin. C'était une montagne de tissus et de statues sacrées. Chacun voulait offrir à la fille du roi Tsongor un gage d'admiration et une prière de bénédiction. Or, en cette nuit-là, les serviteurs du palais avaient été chargés de vider la place de toutes ces offrandes. Il ne devait plus rien rester. Le vieux roi de Massaba voulait que l'esplanade soit décorée et resplendissante, que tout son parvis soit jonché de roses, que sa garde d'honneur y prenne place en habit d'apparat. Le prince Kouam allait envoyer ses ambassadeurs pour déposer aux pieds du roi les présents qu'il offrait. C'était le début de la cérémonie nuptiale, la journée des présents. Tout devait être prêt. Les serviteurs du palais, toute la nuit, n'avaient cessé de faire des allers-retours entre la montagne de cadeaux de la place et les salles du palais. Ils transportaient ces centaines de sacs de fleurs et de bijoux. Ils disposaient le plus harmonieusement possible en prenant bien soin de ne pas faire de bruit les amulettes, les statues et les tapisseries dans les différents appartements du palais. Il fallait que la grande place soit vide et que le palais, lui, soit riche de ces signes d'affection du peuple. Il fallait que la princesse Samilia se réveille dans un palais aux 1000 parfums et couleurs. C'était à cela que travaillaient silencieusement les longues colonnes de porteurs. Ils devaient finir avant que la princesse et sa suite ne se réveillent. Le temps commençait à manquer, car ils avaient croisé et reconnu, pour certains d'entre eux, Katabolonga. Ils savaient que si Katabolonga était debout, c'est que le jour n'allait pas tarder à se lever avec lui, le roi Tsongor. Aussi, au fur et à mesure que Katabolonga avançait dans les couloirs du palais, au fur et à mesure qu'il se rapprochait de la salle du tabouret d'or, l'agitation croissait et les serviteurs se faisaient de plus en plus rapides et affairés. Katabolonga, lui, n'était touché par aucune anxiété. Il marchait lentement comme à l'accoutumée.
au rythme calme qui était le sien. Il savait qu'il avait le temps, que le jour ne se lèverait pas tout de suite. Il savait, comme tous les jours depuis des années, qu'il serait prêt, assis au chevet du roi lorsque celui-ci ouvrirait les yeux. Il pensait simplement que c'était la première fois, et certainement la dernière, qu'il croisait tant d'hommes lors de sa marche nocturne et que le bruit de ses pas était accompagné de tant de murmures. Mais lorsque Catabolonga entra dans la salle du tabouret d'or, il se figea brusquement. L'air qui lui caressait le visage lui murmurait quelque chose qu'il ne parvenait pas à comprendre. Au moment où il avait ouvert la porte, il lui avait semblé, le temps d'un instant, que tout allait finir. Il se reprit, traversa la pièce pour prendre le tabouret d'or, mais à peine eut-il saisi la relique qu'il dut la lâcher. Le tremblement qui lui parcourut les bras lui dit à nouveau que tout allait finir. Cette fois, il écouta ce sentiment monter en lui. Il écouta et le trouble s'empara de lui. Il écouta, et il sut qu'aujourd'hui, effectivement, tout allait cesser. Il sut qu'aujourd'hui, il tuerait le roi Tsongor, qu'aujourd'hui était le jour auquel il avait pensé échapper. Il comprit que ce jour était le dernier où le roi se lèverait, le dernier où lui, Catabolonga le sauvage, le suivrait de salle en salle, marchant toujours sur ses pas, veillant sur ses moindres fatigues, écoutant ses soupirs et s'acquittant de la plus honorifique des tâches. Le dernier jour où il serait le porteur du tabouret d'or. Il se releva, essayant de faire taire le trouble qui était né en lui. Il saisit le tabouret et parcourut les couloirs du palais, les mâchoires serrées sur cette conviction obscure qu'aujourd'hui était le jour où il tuerait son ami, le roi Tsongor. Lorsque Tsongor se leva, il eut immédiatement le sentiment que cette journée serait trop courte pour qu'il puisse s'acquitter de tout ce qu'il avait à faire. Il respira profondément. Il savait que le calme ne lui serait plus offert jusqu'au soir. Il salua Catabolonga qui se tenait à ses côtés, et ce visage lui fit du bien. Il salua Catabolonga, mais celui-ci, au lieu de lui rendre son salut et de lui présenter son collier royal comme il le faisait chaque matin, lui murmura à voix basse. « Tsongor, je veux te parler. »« Je t'écoute, » répondit le roi. « C'est pour aujourd'hui, mon ami, » dit Catabolonga. La voix du porteur avait quelque chose d'étrange, mais Tsongor n'y prêta pas attention. Il dit simplement « Je sais », et la journée commença. La vérité est que Tsongor n'avait pas compris ce que voulait dire Catabolonga, ou plutôt, il avait pensé que son porteur lui rappelait ce qu'il savait déjà, ce à quoi il pensait chaque minute de sa vie depuis plusieurs mois, que sa fille se mariait, que les cérémonies débutaient aujourd'hui. Il avait répondu mécaniquement, sans réfléchir. S'il avait prêté attention aux traits de son vieux serviteur, il y aurait vu une tristesse profonde comme un soupir du visage qui peut-être lui aurait fait comprendre que ce n'était pas du mariage que parlait Catabolonga, mais d'autre chose, de cette vieille histoire qui unissait les deux hommes depuis si longtemps. C'était à l'époque où le roi Tsongor était jeune. Il venait de quitter le royaume de son père, sans se retourner, laissant le vieux roi périr sur son trône fatigué. Tsongor était parti. Il savait que son père ne voulait rien de lui léguer, il refusait de subir cette humiliation. Il était parti, crachant sur le visage de ce vieillard qui ne voulait rien céder. Il avait décidé qu'il ne demanderait rien, qu'il ne supplierait pas. Il avait décidé de construire un empire plus vaste que celui qu'on lui refusait. Ses mains étaient vives et nerveuses, ses jambes le démangeaient. Il voulait parcourir des terres nouvelles, porter le fer, entreprendre des conquêtes aux confins des terres connues. Il avait faim, et jusque dans ses nuits, il prononçait le nom des contrées qu'il rêvait d'assujettir. Il voulait que son visage soit celui de la conquête. Il leva son armée alors même que le corps de son père était encore chaud dans sa tombe, et partit vers le sud, avec l'intention de ne jamais reculer, d'arpenter la terre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souffle et de faire flotter partout les enseignes de ses ancêtres. Les campagnes du roi Tsongor durèrent 20 ans. 20 ans de campement, de combats et d'avancées. 20 ans
où il ne dormit que sur des lits de fortune. 20 ans à consulter des cartes, à élaborer des stratégies et à porter ses coups. Il était invincible. À chaque nouvelle victoire, il ralliait les ennemis à ses rangs, leur offrant les mêmes privilèges qu'à ses propres soldats. Et son armée, ainsi, malgré les pertes, malgré les corps mutilés et les famines, ne faisait que grossir. Le roi Tsongor vieillit à cheval, le fer à la main. Il prit femme à cheval pendant une de ses campagnes. À chaque naissance de ses enfants fut acclamé par la masse immense de ces hommes encore suants de l'ardeur des champs de bataille. 20 ans de lutte et d'expansion jusqu'au jour où il parvint au pays des rampants. C'étaient les dernières terres inexplorées du continent, aux confins du monde. Après cela, il n'y avait plus rien que l'océan et les ténèbres. Les rampants étaient une peuplade de sauvages qui vivaient disséminés dans des huttes de boue minuscules. Ils n'avaient ni chef ni armée, c'était une succession de hameaux. Chaque homme vivait là avec ses femmes, dans l'ignorance du monde qui l'entourait. C'étaient de grands hommes maigres, squelettiques parfois. On les appelait les rampants parce que, malgré leur très grande taille, leur hutte n'arrivait pas à la hauteur d'un cheval. Personne ne savait pourquoi ils ne construisaient pas d'habitat à leur taille. Vivre ainsi, dans des huttes minuscules, leur donnait à tous une silhouette voûtée. Un peuple de géants qui ne se tenait jamais droit, un peuple de grands hommes maigres qui marchaient de nuit le long des sentiers de poussière, le dos plié comme si le ciel pesait de tout son poids sur eux. En combat singulier, c'étaient les plus terrifiants des adversaires. Ils étaient vifs et sans pitié. Ils se déployaient de toute leur taille et fondaient sur leurs adversaires comme des guépards affamés. Même désarmés, ils étaient redoutables. Il était impossible de les faire prisonniers car, tant qu'il restait en eux une parcelle de force, ils se ruaient sur le premier homme qu'ils voyaient et tentaient de le terrasser. Il ne fut pas rare de voir des rampants enchaînés se jeter sur leurs geôliers et les tuer à coups de dents. Ils mordaient, ils griffaient, ils hurlaient et dansaient sur le corps de leurs adversaires jusqu'à ce que celui-ci ne fût plus qu'une bouillie de chair. Ils étaient redoutables, mais ils n'offrirent au roi Tsongor qu'une piètre résistance. Jamais ils ne parvinrent à s'organiser. Jamais ils n'arrivèrent à opposer à son avancée une ligne de front. Le roi pénétra dans les terres rampantes sans trembler une seule fois. Il brûla un à un les villages. Il réduisit tout en cendres et le pays ne fut bientôt plus qu'une terre sèche et vide, où l'on entendait le cri des rampants, la nuit, qui hurlaient leur peine, insultant le ciel pour cette malédiction qui tombait sur eux. Katabolonga était l'un d'eux, un des derniers probablement à être encore en vie lorsque le roi fut sur le point d'achever ses conquêtes. Sa hutte, comme celle de tant d'autres, avait été mise à bas. Ses femmes violées et assassinées. Il avait tout perdu. Mais pour une raison que personne ne s'expliqua jamais, il n'eut pas la même réaction que ses frères. Il ne se précipita pas, lui, sur le premier soldat qu'il vit pour essayer de lui arracher le nez à pleines dents et baigner ses mains dans un sang de vengeance. Non, il attendit, longtemps. Il attendit que le pays entier soit assujetti, que le roi Tsongor établisse son dernier campement dans ce grand pays vaincu. Alors seulement, il sortit des bois où il s'était caché. C'était un jour magnifique de lumière et de calme. Plus aucun soldat ne se battait, plus aucun combat n'avait lieu nulle part, plus aucune hutte ne tenait debout. L'armée tout entière se reposait dans cet immense campement et fêtait sa victoire. Les uns nettoyaient leurs armes, les autres soulageaient leurs pieds. On discutait en troquant quelques trophées. Katabolonga se présenta aux portes du camp, nu, sans armes, le visage haut, sans trembler. Aux soldats qui lui barrèrent la route et lui demandèrent ce qu'il voulait, il répondit qu'il venait voir le roi. Et il y avait une telle autorité dans sa voix, un tel calme, qu'on le mena jusqu'à Tsongor. Il traversa tout le campement. Ce fut une marche de plusieurs heures car l'armée était immense de tous ces peuples assimilés, mis côte à côte dans cette entreprise de sang et de conquête. Il marcha sous le soleil, la tête droite.
et il y avait quelque chose de si étrange à voir un rampant marcher de la sorte, calme, déterminé, altier. Il y avait quelque chose de si beau dans cette marche que les soldats lui firent cortège. Il voulait voir ce que le sauvage désirait. Il voulait voir ce qu'il adviendrait. Le roi Tsongor aperçut au loin un nuage de poussière, et il distingua une haute silhouette qui dominait une foule de soldats amusés et curieux. Il arrêta de manger et se leva. Et lorsque le sauvage fut devant lui, il le contempla longuement, en silence. « Qui es-tu » demanda-t-il à cet homme qui pouvait à tout moment se ruer sur lui et tenter de le déchiqueter à pleines dents. « Je m'appelle Katabolonga. » Il y eut un silence immense dans l'armée qui se pressait autour de la tente du roi. Les hommes étaient étonnés de la beauté de la voix du sauvage, de la fluidité avec laquelle les mots avaient coulé de sa bouche. Il était nu, ébouriffé, les yeux rougis par le soleil. Face à lui, le roi Tsongor semblait un enfant chétif. « Que veux-tu » demanda le souverain. Katabolonga ne répondit pas, comme s'il n'avait pas entendu la question. Un temps interminable s'écoula pendant lequel les deux hommes ne se quittèrent pas des yeux. Puis le sauvage parla. « Je suis Katabolonga, et je ne réponds pas à tes questions. Je parle quand je le veux. Je suis venu pour te voir, et te dire, devant tous les tiens réunis, ce qui doit être dit. Tu as rasé ma maison, et tué mes femmes. Tu as piétiné mes terres sous les sabots de ton cheval. Tes hommes ont respiré mon air, et ont fait des miens des bêtes en fuite, qui disputent leur nourriture aux singes. Tu es venu de loin pour brûler ce que j'avais. Je suis Katabolonga, et personne ne brûle ce que je possède sans perdre la vie. Je suis là, devant toi. Je suis là, au milieu de tous tes hommes réunis. Je veux te dire cela. Je suis Katabolonga, et je te tuerai, car par ma hutte piétinée, par mes femmes tuées, par mon pays brûlé, ta mort m'appartient. » Dans le campement, il n'y avait plus un bruit, pas un cliquetis d'armes, pas une voix de soldat pour murmurer quoi que ce soit. Tous attendaient de voir ce que le roi déciderait. Tous étaient prêts, par un simple signe de tête du souverain, à se jeter sur le sauvage et à le tuer. Mais Tsongor ne bougeait pas. Tout remontait en son esprit. 20 années de dégoût de lui-même qui s'étaient accumulées, 20 années de guerre et de massacre qui le hantaient. Il regardait l'homme qu'il avait devant lui, avec attention, avec respect et douceur presque. « Je suis le roi Tsongor, dit-il. Mes terres n'ont pas de limite. Comparé à mon royaume, le royaume de mes pères était un grain de sable. Je suis le roi Tsongor et j'ai vieilli à cheval, en armes. Cela fait 20 ans que je me bats, 20 ans que j'asservis des peuples qui ignoraient jusqu'à mon nom. J'ai arpenté la terre entière et j'en ai fait mon jardin. Tu es le dernier ennemi du dernier pays. Je pourrais te tuer et mettre ta tête en haut d'une pique pour que tout le monde sache que je règne, désormais, sur un continent entier. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Le temps des batailles est révolu. Je ne veux plus être un roi de sang. Il me reste à régner sur le royaume que j'ai construit. Et je vais commencer avec toi, Katabolonga. Tu es le dernier ennemi du dernier pays, et je te demande d'accepter de rester désormais à mes côtés. Je suis le roi Tsongor, et je t'offre d'être le porteur de mon tabouret d'or, partout où j'irai. Cette fois, une rumeur immense se répandit dans les rangs de l'armée. On répétait les phrases du roi à ceux qui n'avaient pas pu les entendre. On cherchait à comprendre, mais le sauvage à nouveau prit la parole. « Je suis Katabolonga,
et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Mes paroles, je ne les reprends pas. Je te l'ai dit, je te tuerai. » Le roi se pinça les lèvres. Il n'avait pas peur du sauvage, mais il lui semblait qu'il était en train d'échouer. Et sans qu'il sache pourquoi, il avait le sentiment qu'il était impérieux de parvenir à convaincre cet être squelettique, que sa quiétude en dépendait. « Je ne te demande pas de reprendre ce que tu as dit, » répondit-il. « Devant mon armée entière, Catabolonga, voici ce que je te propose. Ma mort t'appartient. Je le dis ici, elle est à toi. Je te propose d'être le porteur de mon tabouret d'or pour les années à venir. Tu m'accompagneras partout où j'irai. Je te garderai à mes côtés. Tu veilleras sur moi. Le jour où tu voudras reprendre ce qui t'appartient, le jour où tu voudras ta vengeance, je ne me battrai pas. Tu me tueras, Catabolonga, quand tu le voudras. Demain, dans un an, le dernier jour de ta vie, lorsque tu seras vieux et fatigué, je ne me défendrai pas. Et personne ne pourra poser la main sur toi, personne ne pourra dire que tu es un assassin. Car ma mort t'appartient, et tu n'auras fait que reprendre ce que je te donne aujourd'hui. » Les soldats restèrent interdits. Personne ne voulait croire ce qui venait de se dire. Personne ne pouvait croire que le plus vaste des royaumes était désormais dans les mains de ce sauvage qui se tenait, nu et impassible au milieu d'une foule d'armures et de lances. Catabolonga, lentement, s'avança vers le roi, jusqu'à être tout près. Il dominait Tsongor de plusieurs têtes. Il ne bougeait pas. « J'accepte, Tsongor. Je te servirai, avec respect. Je serai ton ombre, ton porteur, le gardien de tes secrets. Je serai partout avec toi, le plus humble des hommes. Puis je te tuerai, en souvenir de mon pays et de ce que tu as brûlé en moi. » Depuis ce jour, Catabolonga devint le porteur du tabouret d'or du roi. Il le suivit partout. Les années passèrent. Tsongor abandonna sa vie de guerre, il construisit des villes, éleva ses enfants, fit creuser des canaux, administra ses terres. Son royaume prospéra. D'autres années passèrent, il se voûta peu à peu, ses cheveux blanchirent. Il régna sur un royaume immense qu'il appartint sans cesse pour veiller sur les siens, avec toujours Catabolonga à ses côtés, Catabolonga qui marchait derrière lui comme l'ombre du remords. Il était le souvenir voûté de ces années de guerre. En l'entourant de son présence, il lui rappelait sans cesse ses crimes et le deuil. Et jamais ainsi Tsongor ne pouvait oublier ce qu'il avait fait durant ses 20 années de jeunesse. La guerre était là, dans ce grand corps maigre qui marchait à ses côtés, sans rien dire, et qui pouvait à tout moment lui trancher la gorge. Les deux hommes vieillirent ensemble. Ils devinrent, au fil des ans, l'un pour l'autre comme deux frères. Le pacte d'autrefois semblait oublié. Ils étaient unis, d'une amitié profonde et silencieuse. Extrait du premier chapitre terminé. Merci de l'avoir écouté.